Merci Yacine. Donc à mon tour de remercier le bureau de la SMN et le collège des enseignants de m'avoir confié cette tâche de parler des paralysies oculomotrices de fonction. Et puisque j'ai posé 3 questions pour les quiz, je vous dirai à chaque moment, là ça sera une question, comme ça va stimuler votre attention visuelle. Voilà. Alors les objectifs d'enseignement de ce cours sont les suivants. Donc essayer d'identifier un peu les paralysies de latéralité, de verticalité, de convergence et de faire un diagnostic topographique. Donc on va le faire ensemble. Donc les paralysies de fonction, c'est quand même une définition un peu difficile. Elles ne correspondent pas totalement aux paralysies supranucléaires ni aux paralysies oculomotrices centrales. J'ai vu par exemple que les lésions intra-axiales qui donnent lésions fasciculaires d'un nerf crânien sont considérées dans certains écrits comme des paralysies centrales. Et donc pour moi, je traiterai les paralysies de fonction comme les fonctions de la vision binoculaire, c'est-à-dire des mouvements conjugués latéraux, des mouvements conjugués verticaux, et puis la convergence. Comme ça sera plus clair, parce que mouvement conjugué, ça veut dire verticalité ou latéralité. Les mouvements disconjugués, dont ont parlé mes collègues, c'est-à-dire la convergence et la divergence. La fixation oculaire, surtout le réflexe oculocéphalique, va nous aider à identifier la topographie de la lésion. On verra comment. Alors, est-ce que ça va marcher? Voilà, là c'est la latéralité à droite. Là c'est la verticalité. Vous avez tous les types de mouvements et c'est des saccades, c'est des rapides, c'est des mouvements rapides, comme l'ont expliqué mes collègues. Alors, comment je fais maintenant la suivante? Voilà. Alors, les voies supranucléaires. Alors, bien sûr, il y a des régions corticales qui vont commander tout ça, en particulier les régions frontales et pariétales, surtout pour les saccades. Et puis, il y a des régulateurs que sont le cervelet, les ganglions de la base. Et vous avez compris que les atteintes héréditaires, dégénératives des ganglions de la base du cervelet seront responsables d'anomalies des saccades. Et j'ai vu que Hicham allait en parler samedi aussi. Le colicte supérieur, le thalamus, et puis les centres du tronc. Et c'est là où on va s'attarder un petit peu pour parler des centres qui vont provoquer ces saccades, que ce soit les saccades horizontales ou les saccades verticales. Finalement, l'action finale, ça va être de maintenir la position des 2 yeux en même temps, avec la même qualité, sur une cible d'intérêt pour ne pas voir double, et assurer donc des mouvements bien ciblés. Alors, j'arrive pas à fonctionner avec ça. Alors voilà, donc on a des centres corticaux, on a des voies supranucléaires qui vont aller vers le tronc cérébral pour finir à travers des centres, des générateurs vers les noyaux des nerfs crâniens. Au-delà des noyaux des nerfs crâniens, on est dans l'infranucléaire. Donc on a supranucléaire, nucléaire et infranucléaire. Infranucléaire, c'est les fascicules, le nerf qui sort du tronc cérébral, la jonction neuromusculaire et le muscle. Je montre le même schéma que Wafa tout à l'heure pour dire que finalement, la finalité de la chose, c'est grâce au noyau du 3 et du 4 et des fascicules du 3 et du 4 pour avoir les mouvements verticaux, et grâce aux fascicules du 6, on va voir que le noyau du 6 peut donner des troubles pas supranucléaires, mais quand même des troubles, des mouvements conjugués, des paralysies de fonction. Donc les saccades, contrôle cortical, contrôle sous-cortical, le vermis cérébelleux, on en a parlé, les ganglions de la base, et puis ce qui nous intéresse, c'est cela, c'est-à-dire les générateurs des saccades, et au niveau du pont, c'est la formation réticulée parapontine, et on va voir qu'elle est juste à côté du noyau du 6, parce que justement, c'est lui qui va gérer toute cette latéralité. Au niveau du mésencéphale, c'est le noyau rostral interstitiel du FLM. Alors, maintenant les mouvements oculaires, on va comparer les saccades avec les mouvements lents, on va faire des mouvements conjugués horizontaux et verticaux, on va aussi voir les mouvements rapides, les saccades et la phase rapide du nystagmus, et les mouvements lents que sont la poursuite, le réflexe oculocéphalique est un mouvement lent, et ainsi que la convergence, pour essayer de trancher entre est-ce que l'atteinte est supranucléaire ou parfois internucléaire, mais tout ça, ça va donner des paralysies de fonction. Nucléaire, ça peut donner aussi des paralysies de fonction, ou infranucléaire, en étudiant ces 4 choses. Donc voilà, par exemple, ici, le réflexe oculocéphalique, je tourne la tête et les yeux vont tourner dans la direction inverse pour maintenir le regard fixe. Donc c'est une preuve que j'ai bougé les yeux et qui ne sont pas paralysés par une atteinte infranucléaire. La même chose
Oula, ça n'a pas marché celle-là. C'est pas grave, c'est le sens inverse, et puis la convergence. Alors ici, on va commencer par les mouvements oculaires horizontaux, conjugués, et on va commencer par... allez-y, faites tourner, parce que là... Vas-y, Jawad. Voilà, ça c'est la poursuite, donc c'est un mouvement lent, et on va suivre un peu, est-ce que c'est la bonne vitesse, est-ce que les deux yeux suivent, est-ce que ça déclenche une diplopie? On peut faire aussi la poursuite verticale. Voilà. Et puis, là, c'est le réflexe oculocéphalique. La deuxième, s'il te plaît, Jawad. Ça, c'est les saccades. On demande de regarder à droite, c'est rapide. La saccade vers la gauche. Donc, tout ça, c'est les mouvements horizontaux. Et puis, ici, on demande de fixer un objet. Et puis, on tourne la tête. On prouve que les yeux ont bien tourné. Il y a eu un mouvement. Et donc, la latéralité involontaire, quelque part, fonctionne bien. Alors, on va positionner ce schéma-là. Ça, on va supposer que c'est les voies de la latéralité. Je vais prendre celui-là. Mon pointeur ne marche plus. Ah bon? Ah, d'accord. Donc ici, on a l'aire corticale qui va envoyer des voies de latéralité qui vont traverser le mésencéphale et puis elles vont décusser pour aller justement vers cette formation réticulée parapontine. Et c'est elle qui est le générateur des saccades. Quand elle ne marche pas, il n'y aura plus de saccades. Et donc, qu'est-ce qu'elle va déclencher, elle, cette voie-là, qui vient de l'autre côté? Elle va stimuler le noyau du 6, qui va déclencher une contraction du droit externe, vous voyez ici, et puis aussi, le noyau du 6 contient des fibres qui vont aller donc vers, qui vont donner des fibres vers internucléaire entre le noyau du 6 et le noyau du 3 controlatéral. Et donc, si j'ai une atteinte du 6, je vais avoir à la fois une atteinte du droit externe, si l'atteinte est nucléaire, et aussi une atteinte de la bandelette qui se dirige de l'autre côté. On va voir quelques exemples. Donc, si on veut lancer cette vidéo, pour montrer, une fois que j'ai un signal qui commence au niveau du cortex, l'influx nerveux va descendre, très vite, il va croiser, il va aller vers la formation réticulée parapontine, il va stimuler le noyau du 6, et à partir du noyau du 6, bandelette, et voilà, le noyau du 6 est stimulé, le noyau du 3 est stimulé en même temps, il va envoyer la même quantité d'influx nerveux vers le droit interne d'un côté et vers le droit externe de l'autre, grâce donc à cette décussation de la bandelette vers le noyau du 3 controlatéral qui va remonter le long du faisceau longitudinal médian. Et ça va provoquer un mouvement de latéralité. Et donc, l'objectif, c'est de faire quoi? Quand j'ai une paralysie de latéralité, je dois prouver où est la lésion. Est-ce qu'elle est corticale? Est-ce qu'elle est mésencéphalique contralatérale à la paralysie de latéralité? Est-ce qu'elle est pontique haute? Est-ce qu'elle est pontique bas? Est-ce qu'elle intéresse le faisceau, la formation parapontine? Est-ce qu'elle intéresse le noyau du 6? Et c'est un petit peu le travail que je vais vous demander de faire. Alors, juste, parce qu'on a dit qu'il fallait tester à la fois les saccades, mais aussi le réflexe oculo-vestibulaire, comment ça fonctionne quand je tourne la tête? Pourquoi, quand je tourne la tête comme ça, les yeux changent de côté? Eh bien, quand je tourne la tête vers la gauche, par exemple, je vais stimuler les canaux semi-circulaires du côté gauche. Et qu'est-ce que ça va donner? Ici, par exemple, on tourne la tête vers la droite. Fais tourner la vidéo, s'il te plaît. Voilà. Il tourne la tête vers la droite. Qu'est-ce que ça fait? Ça stimule le canal semi-circulaire qui va stimuler le noyau vestibulaire homolatéral. Et le noyau vestibulaire homolatéral va stimuler le noyau du 6 controlatéral. Ça, c'est très important à savoir. Pourquoi? Parce que quand je tourne la tête comme ça, j'ai besoin de faire une abduction de l'autre côté. Donc, le noyau vestibulaire, quand il reçoit l'information, il va traverser la ligne médiane et aller stimuler le noyau du 6 controlatéral pour faire une abduction. Par contre, il va stimuler aussi la bandelette longitudinale inférieure, que vous voyez qui monte, vers le noyau du 3, pour stimuler aussi le droit interne et pour faire le mouvement conjugué. Donc, s'il y a un réflexe oculo-vestibulaire qui n'est pas atteint alors que les saccades sont atteintes, ça veut dire que toute cette voie n'est pas atteinte. Donc c'est très important pour les exercices qu'on va faire après. Donc c'est exactement la même chose que j'ai dite, juste pour montrer que le noyau vestibulaire va croiser pour aller stimuler le noyau du 6 controlatéral. Le noyau du 6 contient des fibres pour l'abduction et contient les fibres internucléaires qui vont emprunter le faisceau longitudinal médian.
Par exemple, ici, où est la lésion? Si, par exemple, ce patient, je lui demande de regarder vers le jaune, regardez vers le jaune, et tourner. Là, vers le jaune, ça ne marche pas. Il regarde. Regardez maintenant vers la droite, s'il vous plaît, vers le rouge. Regardez le rouge. Il ne regarde pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il a une paralysie de latéralité vers la gauche. Où est la lésion? Voilà. Donc, tu as eu un bon réflexe, Youssef. Voilà. Donc, on va y aller doucement. Maintenant, pour la verticalité, c'est un peu la même chose. On teste ici exactement le réflexe oculocéphalique, mais pour la verticalité. Ici, on demande de fixer un objet. Regardez, les yeux se déplacent tous les deux de façon conjuguée vers le bas, et ils se déplacent tous les deux, donc ça fonctionne bien. Et on peut aussi tester la poursuite. Et on va tester surtout les saccades. Montre la troisième. C'est difficile de manipuler les... Voilà, donc ici, c'est les saccades, vers le haut, vers le bas. On arrive à voir que le patient fait des mouvements rapides sans aucun problème. Enfin, le sujet, le volontaire. Alors, donc, pour parler des mouvements verticaux, ça a été dit, donc ils sont gérés par trois grandes structures très importantes, que sont le noyau interstitiel du faisceau longitudinal médian, rostral, du faisceau le RI-MLF, le noyau interstitiel de Caral, et puis la commissure postérieure. Et bien sûr, tout cela vont être connectés au dernier nerf qui s'occupe de la verticalité, c'est-à-dire le 3 et le 4 de chaque côté. Alors, juste ici, une petite chose très importante, j'arrive pas à voir le truc. Regardez ici le noyau. Voilà, je vais travailler avec l'écran, c'est mieux. Donne-moi le laser, s'il te plaît. Ah oui, juste il fallait dire aussi ici que, vous voyez ici donc une coupe sagittale, on voit donc la connexion internucléaire de la bandelette qui va du pont de la partie la plus inférieure du pont vers le noyau du 3, donc vers le mésencéphale, et puis les noyaux qui sont un petit peu plus antérieurs que les noyaux, c'est-à-dire le noyau interstitiel rostral du FLM, et puis ici la formation réticulée parapontine. Ici c'est pour les saccades verticales au niveau mésencéphalique, donc quand il y a une anomalie des saccades verticales, on est bien dans le mésencéphale et dans la partie postérieure du mésencéphale, alors que pour les saccades horizontales, on est dans la partie du pont, la partie inférieure et postérieure. Donc je voulais dire ici que si on a une atteinte des deux, regardez ici, un seul noyau rostral, pour l'élévation, il va projeter des deux côtés, donc il n'y aura pas de problème. Ça, c'est une question de quiz là. Par contre, pour l'abaissement, il va projeter d'un seul côté. Donc une lésion unilatérale ici va provoquer un problème d'abaissement, alors que pour avoir une lésion d'élévation, il faut que la lésion soit bilatérale, parce que les deux noyaux projettent des deux côtés. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Pour le noyau rostral, je ne vais pas trop m'avancer. Et puis la convergence, ça a été dit. Donc le centre de convergence, on va fixer un objet, on va voir que si la convergence ne donne pas il n'y a pas de diplopie et que les deux yeux vont du même côté, elle va être très utile dans les ophtalmoplégies internucléaires parce qu'on a une paralysie du droit interne. Est-ce que c'est un 3 partiel ou une ophtalmoplégie internucléaire? Le fait que la convergence soit préservée, c'est la preuve que l'atteinte est supranucléaire et que c'est une paralysie de fonction. Voilà. Alors, c'est le même tableau qu'a montré tout à l'heure Weffer, juste pour dire que finalement, notre raisonnement, quand on examine l'oculomotricité, on a un système efférent qui est terminal. On a une paralysie, par exemple, de latéralité ou verticale. Est-ce que c'est tous ces éléments qui sont atteints ou est-ce que c'est un des deux? Si c'est dissocié, ça veut dire qu'on est bien central. Si tous les éléments sont atteints, on est bien dans quelque chose de nucléaire ou d'infranucléaire. Donc la pathologie des saccades, pour dire que finalement, quand on utilise les saccades, il y a beaucoup de choses à étudier, la lenteur, la vitesse, l'hypométrie, l'hypermétrie, tout ça. Maintenant, on va essayer de voir les troubles de l'oculomotricité horizontale. Et donc je vais avancer. Regardez par exemple ici, on va mettre des lésions, on va aller du siège et on va donner le tableau clinique. Par exemple ici, j'ai une lésion corticale, de l'aire cortical qui provoque la latéralité.
Comment seront les mouvements horizontaux? Ici, on est à gauche, ici, on est à droite. Le cortex, c'est le droit. De quel côté sera la paralysie de latéralité? Est-ce qu'il y aura du côté? Donc, une paralysie, une lésion hémisphérique droite va donner une paralysie de latéralité gauche, donc opposée. Très bien. C'est l'exemple ici, donc, de notre patient tout à l'heure. Donc, on aura une paralysie de latéralité vers la droite et les mouvements verticaux seront normaux. La convergence, on n'est pas mésencéphalique. Là, c'est les voies, les saccades horizontales. Ici, par exemple, vous avez un patient qui a une lésion hémisphérique gauche. Regardez déjà sa position initiale, il a tendance à regarder vers la gauche, donc il regarde plutôt sa lésion. Et quand on fait un réflexe oculovestibulaire ici, eh bien, les yeux se déplacent quand même. Alors que là, quand on lui demande de faire une saccade vers la droite, il ne le fait pas. Donc on est bien dans une atteinte qui est bien sûr supranucléaire et qui ne donne pas une atteinte du réflexe oculovestibulaire. Alors ici, c'est quelle lésion? On a une lésion de la formation réticulée parapontique. Et donc si on a la lésion du côté gauche, qu'est-ce qui va se passer? C'est les saccades. Une lésion du côté gauche qui stimule à la fois donc, le noyau du 6, et le noyau du 6 fonctionne bien, les bandelettes fonctionnent bien. Qu'est-ce qu'on aura? Une paralysie. Comment seront les saccades? Du même côté ou du côté opposé? On a déjà des QC. Donc du côté opposé, on aura une paralysie vers la gauche, la latéralité du côté droit sera normale, la poursuite sera normale, parce que là c'est les voies des saccades, et le réflexe oculocéphalique, ici, il sera normal aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore, le noyau du 6 n'est pas touché, parce que c'est le noyau du 6 qui reçoit les afférences vestibulaires, le noyau des afférences vestibulaires de l'autre côté. Donc ici, le réflexe oculocéphalique sera préservé. Maintenant, si on a une lésion bilatérale, c'est-à-dire de deux formations parapontines bilatérales, qu'est-ce qu'on va avoir? Une paralysie de latéralité d'un côté et de l'autre. Donc, aucun mouvement des deux côtés. Comment seront les réflexes oculovestibulaires? Ils seront normaux. Donc, une paralysie complète vers la droite et vers la gauche, avec un réflexe vestibulo-oculaire, font suspecter une lésion pontique paramédiane bilatérale. Et pourquoi on peut avoir cette lésion bilatérale? Oui, parce qu'elles sont paramédianes. Et donc une lésion inflammatoire, parfois ischémique, peut donner ce genre de tableau clinique, parfois même sans lésion antérieure. Donc ici, vous voyez bien que quand on a une lésion parapontique, les noyaux de 6 sont préservés. Ce sont les noyaux de 6 qui reçoivent l'information du vestibule. Et donc là, le réflexe oculocéphalique sera normal. Voici un autre exemple d'un vrai patient, cette fois, qui a une paralysie complète et qui a une atteinte inflammatoire qui touche les deux formations parapontines. Et bien sûr, toujours cette dissociation, puisqu'on est encore au-dessus du noyau du 6. Alors maintenant, la bandelette, ben ça c'est rapide, hein, la bandelette longitudinale, donc l'information arrive, elle traverse le noyau du 6 qui fonctionne bien, et c'est que la bandelette qui est touchée. Donc on aura ici, fait marcher, ça fait perdre du temps. Donc on aura une ophtalmoplégie internucléaire. Voilà. On va, pardon, non, reviens. La saccade de l'autre côté. Ça ne marche pas. On regarde à gauche. Donc, atteinte de la bandelette du côté droit. Donc, ça n'a pas marché, mais je vais montrer des vidéos. Comment sera le réflexe oculocéphalique ici? Il sera altéré puisqu'on est au-delà du noyau du 6. Regardez ici. Voilà. Donc, ça, c'est le... Ici, donc... Ici, il sera altéré. Donc, si j'ai... Comment je peux aussi démontrer que ce n'est pas une atteinte infranucléaire? En faisant aussi la convergence, qui, elle aussi, sera normale. Donc, la même chose pour l'atteinte bilatérale. On aura une paralysie d'adduction à droite, d'adduction à gauche, sans autres problèmes, avec des réflexes oculocéphaliques tout à fait altérés, puisqu'on est au-delà du noyau du 6. Altéré.
Alors ici, qu'est-ce qu'on a dit? La lésion, elle est au niveau du noyau du 6, c'est le syndrome nucléaire du 6. Là, j'ai plus de temps, donc je vais accélérer un petit peu. Si on a une atteinte nucléaire du 6, on va bien sûr avoir une paralysie du droit externe, ça c'est clair, mais puisque le noyau du 6 donne aussi des fibres internucléaires, on aura une paralysie de latéralité. Alors comment faire la différence entre une atteinte nucléaire du 6 et une paralysie cérébrale, par exemple, hémisphérique? C'est le réflexe oculovestibulaire qui, là, sera perturbé et l'atteinte sera non dissociée, donc atteinte nucléaire du 6. Et parfois, on a des situations, on peut avoir une atteinte du noyau du 6 qui est bilatéral, et là, on n'aura pas du tout de mouvements horizontaux avec un réflexe oculovestibulaire altéré de façon claire et nette, donc aboli. Voici des exemples de patients avec les cas de sclérose en plaques, et ça s'appelle le syndrome 1+1, parce que le syndrome 1,5 de Fischer, là, c'est une atteinte 1 d'un côté, 1 de l'autre, on appelle ça 1+1. Encore un cas ici, vous voyez que là, ici, la convergence est conservée. Alors maintenant, rapidement, du symptôme à la lésion, ce patient, il a, dans ce regard latéral, il a une petite parésie de l'adduction de l'œil gauche depuis quelques jours. Sa convergence est normale. On va suspecter une atteinte, surtout qu'il y avait un petit nystagmus de l'œil abducteur. Faisceau longinal médian, on fait l'IRM et on trouve la lésion. Et là aussi, la convergence sera normale et ça prouve donc que l'atteinte n'est pas infranucléaire. Alors ici, je vais montrer la séquence vidéo quand même, vas-y. Voilà, on regarde, alors qui fait le diagnostic ici? On regarde à gauche, on regarde à droite, ophtalmoplégie, internucléaire bilatérale. Comment sera la convergence? Donc c'est une atteinte des deux faisceaux longinomédiaux. Donc l'IRM montre une lésion justement paramédiane, pontique, là où on s'attendait à la trouver, avec les autres lésions. Ici, ce n'est pas une vidéo, donc on demande au patient de 83 ans, c'est une dame qui est hypertendue, de regarder vers la droite, pas d'adduction de l'œil gauche. Vers la gauche, paralysie de latéralité vers la gauche. Où est la lésion? Syndrome 1,5 de Fischer. Où est la lésion? Voilà, du côté du 6, c'était un AVC. Alors le syndrome 1,5 de Fischer, ça peut être soit une atteinte de la formation de la FRPP plus la bandelette, ou alors le noyau du 6 et la bandelette. Ça donne exactement... Mais comment faire la différence? Parce que ici, FRPP, il n'y a pas d'atteinte du 6, donc le réflexe oculocéphalique sera normal si c'est la FRPP et pathologique si c'est le noyau du 6. Donc syndrome 1,5 de Fischer, donc décrit par Fischer, etc. Et alors il y a plein de petits syndromes, 1,5, 9,5, etc. en fonction, est-ce qu'il y a une atteinte faciale, est-ce que... Donc il y a tout un article qui est vraiment très intéressant. Alors ici, j'aurai pas le temps de... Vas-y, fais la... Qu'est-ce que vous pensez de ça? On demande de regarder vers la droite. Vers la droite, donc vers le haut, c'est bien. Vers le bas, c'est bien. Mais tout à l'heure, on a demandé à droite et à gauche. Donc, aucun mouvement de latéralité, ni à droite ni à gauche. Double noyau du 6. Regardez le réflexe oculovestibulaire pour savoir. Ça confirme. 1+1, exactement. Donc, on mise ici donc l'atteinte bilatérale. Ça peut être aussi les deux FRPP, mais là, si ça avait été les deux FRPP, il y aurait un réflexe oculovestibulaire. Donc, je vois que le message est bon. Alors, ça, c'était l'IRM de ce patient qui avait donc des lésions inflammatoires bilatérales et qui sont très postérieures, vraiment, qui touchent le noyau du 6. Alors, une dernière, je pense, parce que je ne pourrais pas aller plus loin, c'est une patiente. Regardez en haut, là c'est la vision normale, il y a déjà un petit strabisme interne ici. On lui demande de saccade à droite, c'est bien. Saccade à gauche, pas du tout d'abduction de l'œil gauche. Très bien. La poursuite, on a vu, c'est la même chose.
Elle le fait. Regardez ici, on lui demande de fermer les yeux. Très fort. Donc pour l'instant, c'est une atteinte du 6, mais il y a aussi une atteinte du 7 associée. Et sur l'autre vidéo, elle explique comme quoi quand elle regarde à gauche, elle a un problème. Donc où est la lésion? Donc on a un 6 et un 7 finalement, périphérique, du même côté. Où est la lésion? Est-ce qu'elle est forcément au niveau du tronc cérébral? Ça peut être aussi, je ne sais pas, une méningite tuberculeuse, une atteinte multiple. Mais si elle est intra-axiale, elle serait où? C'est du même côté. Voilà, au niveau du tronc, ils sont juste à côté. Donc elle est infranucléaire. Regardez ici. On peut supposer que si on a le schéma d'anatomie ici, le fascial, il contourne un peu le noyau du 7, mais si j'ai une atteinte du 6, j'aurai une paralysie latérale. Et si elle est nucléaire, il ne faut pas qu'elle soit nucléaire. Donc il faut que ça soit un endroit où il n'y ait que des fascicules, et du 6 et du 7, et on suppose que la lésion est un petit peu plus antérieure que le noyau du 6, qui touche les deux fascicules, du 7 et du 6, et c'est l'IRM qu'on a ici, on voit que c'est un cavernome, et donc c'est un T2 étoile, donc qui exagère un peu la lésion, mais que la lésion est latéralisée à gauche, et elle est en avant du noyau du 6, et je vous remercie.